Bonjour, merci. Donc j'ai le plaisir de vous parler effectivement d'électroencéphalographie et de son rôle dans le développement de biomarqueurs en psychiatrie. Alors l'histoire de l'électroencéphalographie en psychiatrie, c'est une vieille histoire qui commence il y a quasiment 100 ans maintenant, avec Hans Berger qui cherchait l'énergie psychique. Donc il cherchait à la caractériser. Il avait placé quelques électrodes sur le cerveau, enfin sur le scalp, avec des machines relativement lourdes comme vous voyez là. Et c'était le premier à avoir décrit un signal qu'on avait, notamment prédominant en occipital, lorsqu'on fermait les yeux, et qui correspondait à ce qui a été appelé l'onde de Berger, puis l'onde alpha. C'est la toute première onde que les électrophysiologues aiment bien parce qu'elle est assez jolie, on la voit bien. Après, quand on regarde un peu l'histoire de l'évolution des publications par an depuis 100 ans, on se rend compte qu'il y a deux petits bonds. Et c'est des petits bonds scientifiques, un peu au sens de Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques. C'est qu'est-ce qui fait que, de temps en temps, dans certaines périodes de l'histoire d'une science, il y a des progrès d'un coup qui explosent, et c'est souvent des choses qui n'ont pas directement quelque chose à voir avec l'étude de la matière qu'on étudie, mais avec les techniques tout autour. Donc vous voyez qu'il y a un premier bond vers la fin des années 80, où d'un coup on passe à plus de 100 publications par an. Et ça, surtout dans le contexte de développement de l'informatique, en fait. On peut d'un coup avoir des premiers logiciels de traitement de l'information qui permettent des analyses plus systématiques, qui elles-mêmes vont permettre d'introduire l'analyse quantitative dans l'EEG. Et donc on va passer progressivement d'une lecture qui était initialement très visuelle à des analyses plus quantifiées, comme les analyses de spectre de puissance. On reviendra là-dessus. Donc ça permet des analyses plus objectives et donc de répliquer, de faire plus d'analyses. Tout ça coïncide avec donc les années 80, le DSM-3 qui apparaît, et donc l'intérêt pour une certaine objectivation par des marqueurs biologiques de maladies psychiatriques et l'émergence d'hypothèses biologiques, la dopamine, la sérotonine, etc. Et donc cet intérêt pour ces hypothèses physiopathologiques va rapprocher la psychiatrie de la neurophysiologie sous-jacente. Il y a un autre bond important, qui est encore plus important, exponentiel quasiment, après les années 2010, où on passe d'un coup à plus de 1000 publications par an. Et ça correspond à deux types d'avancées technologiques. D'une part, des avancées qui sont pratiques. On a des EEG qui sont haute résolution tout d'un coup, avec des casques qui sont portables, qui sont facilement accessibles, des logiciels qui deviennent open source, c'est-à-dire que tout le monde peut les partager. Nous, en psychiatrie, dès qu'il y a une nouvelle technique, même sans la comprendre, on va quand même la tester. Et donc, d'un coup, on se retrouve avec beaucoup de logiciels qu'on peut tester, et des logiciels puissants. Et puis en mathématiques appliquées, c'est l'essor en psychiatrie du machine learning, du deep learning, notamment pour développer des techniques diagnostiques pronostiques et de nouvelles mesures dynamiques sur lesquelles je reviendrai. Et puis bien sûr, ces avancées technologiques simultanées en mathématiques appliquées et concernant le matériel vont permettre de faire des intégrations multimodales. On va pouvoir coupler l'EEG avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou la TMS. Alors, quelle place pour l'EEG en recherche ? Globalement, la neurophysiologie, ça veut dire toutes les manières de communication au niveau du cerveau, à des niveaux différents, qu'ils soient macroscopiques ou microscopiques, et qui sous-tendent les différentes dimensions qui nous intéressent en psychiatrie, de la mémoire au langage, en passant par le comportement, l'émotion. Et donc s'il s'agissait de systématiser un peu les approches, on pourrait voir d'un côté des approches qui sont de l'ordre de la psychologie et des sciences cognitives, qui essayent de caractériser des processus cognitifs à l'aide de tâches expérimentales, et dans ce cas, l'EEG va compléter des mesures comportementales. Et puis de l'autre côté, des neurosciences un peu plus computationnelles, où l'idée est de comprendre les propriétés fonctionnelles d'un réseau neural, de faire des analyses de données, et là l'EEG, son intérêt, c'est qu'il va mesurer directement l'activité neurale. J'ai systématisé ces deux choses parce que c'est un enjeu important quand on veut designer des protocoles de recherche, parce que les enjeux de sciences cognitives vont pouvoir permettre de répondre à des questions, mais il y a un enjeu majeur à savoir ce qu'on peut tirer d'informations extrêmement simples dans des situations de repos les yeux fermés. Et pour situer l'EEG par rapport aux autres techniques d'imagerie, vous voyez que initialement l'EEG avait une résolution spatiale relativement faible par rapport à l'imagerie, par rapport à l'imagerie surtout. Et par contre, une résolution temporelle très importante. Mais avec les nouvelles techniques qui permettent de faire de l'EEG haute densité, on peut avoir une représentation du scalp beaucoup plus grande et faire des reconstructions de sources qui nous permettent d'identifier des régions cérébrales qui
qui sous-tendent le signal neurophysiologique. Alors il y a un obstacle majeur, extrêmement important, comme en imagerie, c'est, quand on veut lancer ces analyses, c'est la grande hétérogénéité qui existe dans le pré-traitement d'une étude à l'autre et qui rendent certaines études difficilement réplicables. Il y a eu des recommandations internationales qui suggéraient de suivre certains algorithmes que je ne vais pas détailler ici. Donc quand est-ce qu'on filtre, quoi, quelles composantes éliminer, comment se débarrasser des artefacts, etc. Mais en fait, une autre publication que je trouve très amusante qui s'est intéressée qui s'est amusée à tester différentes manières de faire le pré-traitement pour constater que ça changeait pas grand-chose au signal final. L'enjeu principal, c'est qu'on veut se débarrasser du bruit tout en même temps gardant le signal important pour pouvoir l'analyser. Alors, qu'est-ce qu'on peut extraire d'un signal EEG? D'une part, donc, un signal EEG, c'est une oscillation. On met des électrodes sur le scalp, on mesure un courant électrique, et cette oscillation-là, comme toute oscillation, nous donne plusieurs informations. Une information de fréquence, qui est à quelle vitesse ça va, quoi. Une information de temps, donc on peut regarder au cours du temps comment varie l'amplitude. Une information de phase, si on a deux oscillations différentes à des endroits différents, est-ce que les pics sont toujours à la même distance l'un de l'autre, donc est-ce qu'elles sont en phase ou pas? Et puis une information de puissance. La puissance est parfois difficile à comprendre, mais c'est, imaginez que vous mettiez une petite corde contre un mur et que vous bougiez beaucoup et que vous fassiez osciller cette corde, eh bien c'est ce que le mur ressentirait comme vibration. Donc ça, c'est la puissance qu'on peut mesurer. Et puis il y a des informations maintenant qui sont spatiales, c'est-à-dire de quelle électrode on parle, de quelle source sous-jacente au signal on parle. Donc je vais vous donner ici des exemples. L'objet de cette présentation, c'est vraiment d'expliquer pourquoi l'EEG est extrêmement pertinent en psychiatrie et ce qui nous a motivé en fait à l'introduire dans le PEPR ProPsy. Alors déjà, quand on parle de fréquence, on peut regarder les analyses fréquentielles qui ont été largement répliquées, par exemple dans la schizophrénie, où lorsqu'on envoie un stimulus extrêmement simple, un train d'ondes répété qui peut être sonore ou visuel, à la même fréquence, par exemple, si c'était sonore, ce serait un bip qui ferait bip, 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 bip. Eh bien, à une fréquence basse, à 20 Hz, il n'y a pas de différence dans la réponse du cerveau à ce stimulus qui est sonore externe. Donc, dans le cortex, par exemple, auditif, si on fait une stimulation auditive, on aura une puissance de réponse qui sera à 20 Hz aussi. Puis, si on augmente la fréquence et qu'on passe à 30 Hz, ce sera la même chose. Il n'y aura pas de différence entre les patients avec schizophrénie et les contrôles. Et puis, quand on va passer à 40 Hz, là, on va constater que chez les patients avec schizophrénie, il y a une baisse de la capacité de synchronisation du cerveau face à ce stimuli qui est extrêmement simple. C'est juste un stimuli répété qui ne demande pas du tout de concentration de la part du sujet. On peut regarder aussi, dans une approche temporelle, ce qui se passe lorsque un patient reçoit des informations attendues ou inattendues. C'est le principe de la décharge corollaire, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, je parle, j'ai une partie de mon cortex moteur qui va lancer un signal, qui va faire vibrer mes cordes vocales et qui va transmettre l'information. En parallèle, il y a une décharge corollaire de cette information qui va aller dans le cortex auditif pour dire il y a une information auditive qui va sortir, mesure-la pour la comparer par rapport à ce qui a été produit. Ce qui a été produit avec ce qui a été observé. Et en fait, quand on regarde un design expérimental qui a largement été répété à tous les stades de la psychose, des ultra-hauts risques, aux premiers épisodes de psychose à la schizophrénie, ce qu'on constate, c'est par exemple dans une tâche où on fait enregistrer aux patients leur propre prénom qu'ils disent, donc moi c'est Anton, donc ils disent Anton, et puis ils peuvent soit entendre leur prénom préenregistré, soit entendre le prénom qu'ils disent eux-mêmes, et on regarde dans le cortex auditif le signal qu'on voit, et ce qu'on constate, c'est que lorsqu'ils entendent leur prénom alors qu'ils n'ont pas parlé, il y a il y a une baisse de l'amplitude à peu près à 100 millisecondes à partir du moment où il y a le signal, qui signale comme une sorte de surprise de la part du cortex auditif d'entendre un signal qui n'a pas été produit par le cerveau. C'est une erreur de prédiction. Et à l'inverse, quand on mesure au même endroit
le signal alors que l'individu a dit son propre prénom, là, ce qu'on va constater, c'est une suppression de cette baisse d'amplitude à 100 millisecondes qui correspond au fait qu'il n'y a pas d'erreur de prédiction puisqu'il s'attendait à avoir ce signal. Et dans la psychose, à tous les stades du premier épisode, des ultra-hauts risques au premier épisode à la schizophrénie chronique, il y a une disparition de cette suppression-là. Donc quand le sujet dit son propre prénom, la région auditive traite cette information comme une information surprenante non prédite initialement. Ce qui est assez séduisant dans l'explication physiopathologique sous-jacente, parce qu'on se dit c'est peut-être un des mécanismes de base à l'origine de l'automatisme mental et de la perte de sens du soi. Un autre type d'analyse à partir de la phase, c'est les analyses de connectivité. Donc là, c'est très simple. On enregistre, par exemple, au repos, la connectivité, les oscillations dans des régions différentes, et puis on peut regarder la corrélation de phase entre deux régions. On met tout ça dans des matrices, et puis à partir de là, on peut faire des analyses de classification pour voir si on réussit à stratifier la population et à prédire notamment le diagnostic. Et puis plus récemment, il y a des analyses qu'on peut faire qui sont spatiales, soit statiques, soit dynamiques. Statique, ça veut dire que plutôt que de regarder simplement le courant électrique, l'oscillation au cours du temps, on va regarder comment elle oscille au cours du temps, mais aussi dans l'espace topographique du scalp. Et on s'est rendu compte que quasiment toutes les 100 millisecondes, il y avait une polarisation globale du cerveau qui changeait, qui switchait de manière un peu aléatoire et complètement imprévisible. Et elle switchait souvent dans des configurations qui correspondaient en imagerie fonctionnelle, donc à une toute autre résolution, à des modes de traitement de l'information différents. Et donc notamment, ça a été largement répliqué de manière transdiagnostique, aussi bien dans la schizophrénie que la dépression que l'autisme. On trouve qu'il y a plus souvent dans ces pathologies-là un mode de polarisation électrique globale du cerveau qui correspond à un traitement de l'information venant du soi, et il y a moins de modes de traitement de l'information venant de l'extérieur. Donc là, à nouveau, c'est séduisant d'un point de vue physiopathologique, plutôt psychopathologique, parce qu'on se dit qu'il y a un déséquilibre entre l'information qu'on reçoit de soi et l'information qui vient de l'extérieur, qui est en faveur, par exemple, dans la psychose, de l'adhésion inébranlable à un délire, par exemple. Et puis, une autre analyse très innovante est celle des analyses de EEG spatiales dynamiques, c'est-à-dire que plutôt que de regarder l'ensemble du scalp, de regarder la polarisation sur l'ensemble du scalp, on va regarder à chaque fréquence comment se propage une onde et dans quelle direction elle se propage. Et des études répliquées depuis ont montré que, par exemple, dans le premier épisode psychotique, par rapport au sujet sain, il y avait une sorte de perte de la propagation à basse fréquence des ondes des zones occipitales aux zones frontales. Donc, chez les sujets sains, il y a cette espèce d'axe de communication et de propagation d'ondes au repos qui disparaît chez les patients avec un premier épisode psychotique. Pour toutes ces raisons, on s'intéresse beaucoup à l'EEG de repos qui est extrêmement accessible et qui permettrait d'accéder à toutes ces informations. Alors, j'ai cherché des papiers qui montrent une application clinique actuellement de l'EEG. Il y en a plusieurs qui sont assez remarquables. Déjà, dans la dépression, par exemple, il est possible de stratifier la population à partir de l'EEG pour prédire la réponse à la sertraline. Donc, dans cette étude de l'équipe de Palo Alto qui développe des médicaments ou qui repositionne les médicaments à partir de stratification en EEG, il récupère les signaux EEG, il les décompose en bandes fréquences différentes. À partir de chaque bande, il regarde des connectivités dans chaque bande. Et à partir de là, il clusterise. Et ils ont identifié 2 sous-types. Là, vous voyez les résultats publiés récemment. Il y a un sous-type dans lequel, lorsqu'on donne de la sertraline, le score de dépression à la HMD est nettement diminué par rapport au placebo. Et un sous-type 2, lorsqu'on donne de la sertraline, il n'y a pas du tout de différence avec le placebo. Alors que entre ces 2 sous-types, il n'y a aucune différence de réponse à la RTMS. Ce qui suggérerait que là, l'EEG pourrait donner un outil de biomarqueur qui permettrait tout de suite pour le sous-type 2 de se dire on va aller rapidement à la RTMS plutôt que à la sertraline. D'autres exemples que j'ai pris que je trouvais importants étaient ceux
qui montrait la faisabilité en routine clinique de l'EEG. On peut, à partir de données électrophysiologiques extrêmement simples, comme des puissances spectrales, donc on regarde dans chaque bande fréquence la puissance de l'onde, en la combinant avec les symptômes avant le traitement antidépresseur dans la dépression, réussir à classifier et à prédire la réponse à un antidépresseur. Ça, c'est l'équipe de Liane Williams qui a beaucoup développé ça. Et puis de l'autre côté, à partir de EEG cliniques 19 électrodes, qui sont ceux que nous avons tous dans quasiment tous les hôpitaux en France, on peut extraire plus de 1000 variables à partir desquelles il est possible de classifier pour distinguer des patients avec schizophrénie, dépression, par rapport à des sujets sains. C'est un papier très récent de 2024, c'est le premier qui faisait ça, c'est-à-dire que on en est à une période où on arrive à partir de données extrêmement sales à extraire des variables qui peuvent nous permettre de tenter des classifications avec des résultats et des performances qui sont exactement similaires à ce qui existe actuellement en imagerie. Et enfin, une application clinique déjà bien connue est celle du couplage entre RTMS et EEG pour des stimulations en circuit fermé où on stimule une certaine région, on regarde, on enregistre des anomalies neurophysiologiques, enfin on enregistre le signal neurophysiologique dans une autre région et le déclenchement du stimuli va se faire au bon moment. Par exemple, si on mesure l'onde θ, c'est dans les zones de minima de l'onde θ où on sait qu'il y a une plus grande excitabilité neuronale et que c'est le bon moment pour stimuler. Il me reste combien de temps? Je sais pas. Okay. Et dernièrement, dernière chose importante pour faire le lien avec les autres dimensions du PEPR, c'est que l'EEG permet de s'intégrer complètement dans une approche transdiagnostique neurodéveloppementale. Parce que la plupart de ces oscillations se développent au cours de la vie et reflètent entièrement la maturation globale du cerveau. Donc les basses fréquences delta, θ ont une activité dominante plutôt chez les 0-2 ans. L'alpha commence vers 3-4 ans et se structure bien à 7-9 ans. Bêta, gamma se structure plutôt à l'adolescence. Et tout cela est extrêmement important parce que ce sont des périodes de vulnérabilité importantes aux troubles neurodéveloppementaux sévères dans la petite enfance, aux troubles psychiatriques tels que la schizophrénie ou la bipolarité à l'adolescence. Et donc ces marqueurs, ces variables-là EEG peuvent constituer des marqueurs d'anomalies neurodéveloppementales sous-jacentes qu'on peut mettre en lien avec des anomalies de structuration. Pour finir, je vais vous montrer donc deux papiers que nos diverses collaborations ont permis de bientôt sortir. Déjà, une étude cas témoin, on propose les tout premiers corrélats neurophysiologiques neurodéveloppementaux de la catatonie. Ça, c'est le travail de Mylène Moyal dans notre laboratoire, où nous sommes les premiers à avoir extrait à partir de 600 sujets avec schizophrénie, bipolarité, dont une centaine avaient une catatonie, des variables neurodéveloppementales en électrophysiologie qui nous permettent de trouver des différences à l'échelle d'une population, donc ça reste des différences moyennes. Mais l'étape d'après, c'est de passer à des modèles normatifs pour aller à l'échelle vraiment individuelle d'identification d'anomalies, où l'idée c'est de faire des modèles normatifs comme les ABAC de croissance dans les carnets de croissance, où à partir d'une population de sujets sains, on caractériserait la variabilité attendue normale, et puis on identifierait pour chaque variable EEG à quel point chaque sujet varie varie hors de ce cadre-là. Et nos collègues de Rennes ont un premier papier qui va sortir dans Translational Psychiatry qui montre déjà qu'à l'échelle individuelle, il y a une très grande variabilité d'un sujet à l'autre pour toutes les pathologies psychiatriques neurodéveloppementales de l'EEG. Donc il y a vraiment besoin d'une approche à l'échelle individuelle. Donc tout cela se concrétise au sein du projet EEG Mind porté par Aline Lefebvre, au sein du PEPR Propsy, dont l'objectif est vraiment d'enregistrer de manière la plus simple possible, avec des casques haute résolution, l'activité au repos pour identifier des marqueurs d'intérêt, tout en laissant une petite marge à chaque équipe pour faire des tests supplémentaires expérimentaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et comme de tradition, je mets le journal Médecine Sciences pour plus d'informations. Merci beaucoup.